Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Depuis 3 mois, 26 jours, sans nouvelles de Shérif Diallo. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. L'émission à retrouver également sur actuconakry.com. Merci de votre fidélité. On va essayer de s'intéresser à Ebola dans un instant avec Fodeta Silla qui nous allons interpeller ce matin. Et notre invité évidemment ce matin, monsieur Lansine Kabassan Keïta. Vous le voyez à l'écran, il est notre invité ce matin. Il est directeur national adjoint des sports et des activités physiques. Donc dans un instant, nous allons l'interroger dans ce studio. On va partir, Ahmed, là-dessus avec la circulation. Vous voulez qu'on revienne là-dessus? Beaucoup d'internautes aussi. Ben, ça change un petit peu à dire. Vous êtes à Conakry, Ahmed. Tiens, je prends cet SMS, Ahmed. N'oublie pas que tu es en Guinée. Tout le monde n'a pas les moyens comme toi. Tous ces véhicules personnels ne respectent pas le code de la route. Dans les autres pays aussi, où les Magbana et d'autres véhicules n'ont pas accès au centre-ville, comment les populations font. Écoutez, je ne veux pas qu'on aille sur cette base-là. Il y a aussi une indiscipline qu'il faut corriger dans ce pays. On a voyagé, on a vu d'autres pays. J'ai vu des ronds-points plus grands que celui de Koza, qui était seulement régulé que par un seul policier, et il réussissait à le faire. Pourquoi en Guinée on ne peut pas le faire? C'est en Inde? Non, pas en Inde. Ça s'est passé en Éthiopie. En Inde, c'est clair. Okay. En Inde, en France, ouais. C'est clair. C'est important. Pourquoi en Guinée, un seul policier ne peut pas le faire? Et quand vous allez à ces ronds-points, vous avez combien de policiers? Vous avez un contingent là-bas, s'il vous plaît. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Les policiers n'ont plus d'autorité et l'indiscipline a atteint son summum. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de reformer cette police et la police routière aussi. C'est très important. Comme Tamba le disait tout de suite, c'est clair que les jeunes qui sortent des écoles de droit dans nos universités on peut les utiliser aujourd'hui au sein de la police pour faire ce travail. C'est très important parce qu'ils sortent parfois, ils n'ont pas de boulot. Je pense qu'ils ont aussi la matière. Ce sont des juristes, ils savent un peu ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Mais quand on s'en fout de tout ça et qu'on laisse des policiers tout simplement dans la rue parce qu'il doit aller chercher son pain aussi dans la rue, ça ne peut pas marcher. Bien, allez dit en bas. Écoutez, l'indiscipline qui est en train de se présenter lors de la circulation, cela relève de nous. Nous qui conduisons, ça relève de la population. Dernièrement, je me suis mis nez à nez, ma voiture contre celle d'un autre à Kaloum. Lamine, il y a eu quelque chose de précis. C'est Michael Sumara, non, ça n'a rien à voir. Si, je sais. J'étais devant lui. La circulation, il est fou. J'avais en fait cette priorité. En plus, il n'a même pas Dieu pouvoir. Écoutez, j'avais quand même cette priorité-là. Et je suis sorti pour lui demander, est-ce que tu peux reculer pour que je passe? Il m'a donné une réponse ahurissante. Il m'a dit, mon frère, ici, il n'y a pas de droit. C'est ce qu'il m'a dit. Le premier. Il me dit, ici, il n'y a pas de droit. Mais écoutez, Lamine, comment est-ce qu'on peut réguler une circulation? Demandez à l'État de faire ci, demandez à l'État de faire ça, pendant que nous-mêmes, on est méchants envers nous-mêmes, on refuse de bien circuler. De l'autre côté, oui, c'est vrai. La loi est justement, il y a la loi pour réguler. Mais la vocation de ces gens, de ces policiers, de ces routiers que nous avons sur nos routes, c'est là la grosse question. Ils sont devenus des psychologues de la peur. Ils regardent le chauffeur pour voir si dans ses yeux, il n'y a pas de peur, comme quoi il n'y aurait pas de documents. Lorsque vous regardez un policier dans les yeux, vous le fixez, il ne vous arrête pas. Mais quand vous essayez de détourner un tout petit peu le visage, c'est à ce moment qu'il vous arrête. Et ce qu'il va demander, c'est toujours de l'argent, du racket. Il faudrait qu'on soit sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Et la dernière des choses, on demande, Roby fait de très bonnes propositions, ouvrir une voie par-ci, ouvrir une voie par-là. Mais je vais vous dire une chose. Il faut qu'il soit réaliste en même temps. Je vais vous dire une chose. Ouais. Non, mais moi j'aime bien cette proposition-là. Tu vis pas la même galère que nous, Lamine. Tu viens de Dabompa. Mais tu viens de Dabompa, tu n'as pas de problème, tu as un sens unique. Nous, on est obligé de faire le rond-point pour venir par là. C'est pas la question. Calvaire. C'est pas la question. Mais si tu me demandes de revenir je suis pas comme toi. Oui, tout le monde n'est pas tort là. C'est ce que je dis justement. Roby a proposé. Je viens à 5h, je pars à 23h. Allez, vas-y. Roby a proposé deux choses. C'est-à-dire que l'on ouvre, par exemple, un parking qui va servir de voie d'entrée de fonds pour le gouvernorat. Encore faut-il nous dire comment est-ce que ça va être géré, parce que ça va être un bouffoir de plus. Aboubacar, permets-moi l'expression, un bouffoir de plus. Mais revenons à cette ouverture de voie. Revenons à cette ouverture de voie. Voyez un peu ce qui se passe, Lamine. On nous dit ouvrez des voies. Mais nos routes ont été rongées par des gens qui viennent avec un peu d'argent. Vous voyez ici, c'est un peu serré. De l'autre côté, c'est un peu plus large. Observez bien nos routes. Il n'y a même pas d'espace.
Convenons de la réalité d'une agglomération assez mal lotie. Il faut penser à cet aspect urbanistique. Ahmed a bien fait de parler du parc automobile qui a explosé. C'est un problème sérieux. Nous n'avons pas d'infrastructure qui puisse contenir tout ce parc-là. Mais encore une fois, j'interpelle et les autorités, mais surtout nous. Il y a des embouteillages qui n'auraient pas lieu d'être. C'est parce qu'on conduit mal qu'il y a ces embouteillages. Et Lamine, je suis un exemple de conduite. Eh bien, voilà. Allez-y, madame. Bien. Non, mais ce que je voudrais dire, Lamine, il y a ce niveau de civisme aussi, parce que pourquoi ailleurs, par exemple, même si vous vous garez là où ça ne se doit pas, on n'a pas besoin d'aller vous chercher, on met juste une contravention, et les citoyens, ils se déplacent, ils vont, ils payent. Moi, je pense qu'il y a une dose de civisme aussi quelquefois, mais la loi est là normalement pour réguler tout ça. Mais pourquoi on n'applique pas la loi? Si, par exemple, on n'accepte même pas que les policiers jouent leur rôle dans la circulation, c'est parce que je pense que les policiers aussi, ils n'imposent pas le respect. Comment on devrait imposer le respect? C'est les mettre dans les conditions requises pour travailler. Par rapport au niveau de vie, est-ce qu'ils sont bien payés? Pourquoi les policiers aujourd'hui tendent la main dans la circulation? Je pense qu'il y a tous ces facteurs-là réunis. Chacun doit y jouer sa partition. Le citoyen doit jouer sa partition parce qu'on ne peut pas tout réclamer à l'État. Il faut que cette question de citoyenneté s'impose, que vous sachiez, oui, vous n'avez pas le droit de passer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de respect pour le policier que vous devez passer. C'est ce qui fait que parfois dans la circulation, c'est du n'importe quoi. Bien. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Oui, les policiers font ce qu'ils peuvent. Ils sont mal payés. Ils sont mal considérés. Les grandes gueules. Ils sont maltraités. Ils partent à Madina, à Varia pour chercher les chemises qu'ils portent, les pantalons qu'ils portent, les bottes qu'ils portent. Vous voulez que ces policiers fassent quoi? Alors qu'on dit qu'ils sont fonctionnaires. Ben écoutez, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils tendent la main parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille. Ils ont des enfants à la maison. Il faut payer la scolarité. Si l'État n'est pas capable de créer, de vraiment considérer cette institution, de mettre les moyens qu'il faut, et au niveau de la formation, et au niveau de la prise en charge, je pense qu'on va continuer à assister à ce genre d'arnaque sur une route. Je ne dis pas que forcément c'est une raison pour qu'ils le fassent, mais je dis que c'est une cause. Bien. Et puisque c'est une cause, il faut la combattre. En la combattant, il faudrait mettre les moyens qu'il faut. Ensuite, au niveau de Kaloum... D'où il faut peut-être interpeller un petit peu le ministre, parce que la dernière fois, j'ai vu dans ton journal, il n'a pas fait de cadeau aux policiers. Bien sûr, il n'a pas, il n'a pas fait de cadeau. Il dit qu'il est là pour mettre fin à la police business, entre guillemets, c'est son expression. Ben écoutez, mais ça va avec les moyens. Et les moyens, c'est pas lui qui va les inventer. C'est vrai qu'il faut un certain leadership à la manière du général 4 étoiles pour happer un peu les fonds des différents partenaires au développement, parce que c'est eux aussi qui aident la gendarmerie à avancer. Ça ne vient pas forcément des caisses de l'État, tout ce que nous voyons du côté de la gendarmerie. Il faut le même leadership du côté du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, normalement, c'est quelque chose d'imposant. Le ministère de l'Intérieur, ça englobe aussi la gendarmerie. Mais on ne peut pas comprendre qu'ils aient... on peut pas comprendre qu'ils aient un visage aussi crasseux. C'est pas possible. Il y a lieu quand même de mener des réformes. La dernière fois, quand j'ai dit ici qu'il fallait confier tout au général Baldé, on allait me lapider. C'est un peu le contraire. Je vous dis que le ministre de l'Intérieur, c'est le chapeau même de tout ce qui se passe. Vous comprenez? Alors, du côté de la circulation routière, regardez un peu les policiers, comment est-ce qu'ils s'en sortent. Ils ont des bâtons. Ce n'est pas une raison. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une raison. Je vais vous dire comment est-ce qu'ils régulent la circulation. Voilà. Ils ont des bâtons, et très souvent en caoutchouc. Lorsque les chauffeurs de taxi garent mal, lorsque les chauffeurs de Magbana garent mal, ou d'autres automobilistes, mais ils n'ont pas d'autre moyen que de frapper le véhicule lui-même. Pas les personnes, mais le véhicule. De telle sorte que le bruit à l'intérieur te fasse fuir. Mais c'est parce qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas le moyen pour agir. Et pour les aider à travailler véritablement sur la régulation de la circulation routière, mettez les feux tricolores. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire dans la capitale. Ils ont tenté de le faire du côté en face du palais sécuritaire, mais ça marchait bien. Même si tu n'as pas été à l'école, tu sais que... Ça marche encore. Écoutez, mais pourquoi est-ce qu'on espère? Pourquoi est-ce que ça ne vient pas jusqu'au niveau de... C'est parce que un peu, il y a de la corruption là-dedans. Vous savez, les feux tricolores vont beaucoup diminuer le travail de policiers. Il y a certains qui vont se retrouver sur la touche. Ils ne pourront pas venir au niveau des grands ronds-points pour s'en sortir le soir avec 20 000 ou 50 000 en poche. Mais il faudrait que le ministre pousse cette réforme, qu'il y ait les feux tricolores, mais au moins ça peut agir. Mais si les feux sont en panne, comme au Burkina Faso, il arrive qu'il y ait des coupures, il y a des agents, des bénévoles, ce sont des chômeurs qui ont été engagés par l'État burkinabé, qui sont payés, ce sont des volontaires. Ils sont à côté des feux, dès lors qu'il y a une coupure d'électricité, ils prennent le relais avec des tuyaux lumineux et ils régulent la circulation tranquillement. Ceux qui sont à Ouagadougou peuvent témoigner. Mais ici, on ne le fait pas.
parce qu'on pense qu'à l'argent. Il faut éviter cela. Il faut penser aux citoyens. Les embouteillages donnent le crise cardiaque, donnent des crises cardiaques plutôt aux gens. Si on ne fait pas attention, ça risque d'être non seulement c'est périlleux pour notre économie, mais aussi c'est grave pour notre santé. Parce que si vous êtes à l'intérieur de votre voiture pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est assez grave. Moi, ma maman, elle est du côté de... Je donne juste un exemple. On me dit que je ne vais pas là-bas très souvent. Mais comment tu vas y aller du côté de la cimenterie, dans le trou là-bas? Quand vous prenez la route, allez-y pendant le week-end. Tout le monde... Et pendant le week-end, tout le monde monte. Je me dis, c'est quoi ce trafic? Je comprends pas. Tout le monde monte. Mais on te voit pas. Mais tu vas passer 4 heures dans les embouteillages. Entre Sonfonia et du côté de la cimenterie. C'est assez grave. Et pour Kaloum, pour finir... Nous avons de l'eau, Kaloum entouré par la mer. Toi, tu as fait Abidjan, il y a des bateaux-bus. Il faudrait quand même qu'on profite de cela. Non, mais c'est la vérité. C'est mon point de vue. Il faut qu'on profite de cela. À la rentrée de Kaloum, je suis d'accord avec Roby. Ça va être un peu compliqué à Conakry puisque les bateaux-bus c'est sur la lagune. C'est pas sur la mer. Non. Mais attends. Pas du tout. Entre la rentrée, c'est sur la lagune, je suis d'accord. Mais entre la rentrée au niveau du pont 8 novembre et Kaloum, tu ne me diras pas qu'il y a des vagues aussi hautes pour renverser les bateaux-bus. On peut le faire, c'est possible. D'aménager au niveau des débarcadères de Temnetaï qui existent, au niveau de Conakry, on peut le faire. Continue à arriver. Non, il faut des réformes, on critique, mais il faudrait faire des propositions. Et ces propositions doivent être prises en compte. Merci beaucoup. Allez-y. C'est incroyable dans ce pays que lorsque vous dénoncez des faits et que vous proposez, on vous dit que vous rêvez et on veut qu'on change. C'est vous qui rêvez assis dans votre fauteuil. Parce que nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on remarque. On est dans Conakry, on remarque. Moussa Moïse parlait tout à l'heure de bordure de mer. Prenez un exemple. Lorsque vous prenez Kobaya ou vous prenez la partie de Dabompa, la mer, il commence, on peut y faire des petits ports à petits bateaux mais si c'est possible, Amine, il y a des fonctionnaires qui quittent Dabompa, qui vont directement en ville. Regardez le train là, le fameux train de Maturin. Comment ce fameux train, il aide les citoyens de Sonfonia à partir de la cimenterie de Kabélé et tout ça. Non seulement ça aide du point de vue transport parce que ça coûte moins cher, je crois que c'est 2500 de Kabélé jusqu'en ville, ça permet aux citoyens d'économiser plus de 10 000 francs parce que lorsque vous prenez Kabélé pour venir en ville, c'est plus de 15 000 le transport si je ne me trompe pas, et en plus ça désengorge. Il y a beaucoup de propositions, on parle de policiers qui sont mal payés, etc., mal vêtus. Eh bien si on fait ces systèmes de parking payants, tout ça, ça peut entrer dans le budget du ministère de la sécurité pour payer ces policiers-là. Encore une fois, Tamba parlait de responsabilité des citoyens, mais qu'est-ce qui reprime la responsabilité des citoyens? Madame Hiro, il répond, elle parle de la loi, mais pour que la loi soit appliquée, il faut que celui qui applique la loi ait la bite pleine. Il ne faut pas qu'il ait faim, sinon il sera corrompu. Donc c'est toute une chaîne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut complètement repenser le système de circulation dans notre pays, repenser le système de sécurité dans notre pays et donner beaucoup plus de prérogatives à certaines directions parce que tout semble concentré au niveau du ministère. Les ministres sont dans les business et des passations de marché, etc. Ils ne s'occupent pas de leur rôle. Je pense que c'est important. Clin d'œil au ministre de la Sécurité parce qu'on a beaucoup de dossiers de passation de marché là-bas. Eh ben, Roby. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On s'intéresse à notre invité ce matin, Foletas. Il est très prudent. Il dit qu'il a Kindia. Quand on sait déjà qu'il y a eu des gâchis dans ce sens, c'est bien. Hein? Il ne faut pas parler, Foletas, parce qu'on ne sait jamais. La parole peut se rattraper, peut nous rattraper. Abaka Diallo. Il dit qu'il ne peut pas intervenir. Sinon, il a marqué son accord et il était tout joyeux d'ailleurs à m'annoncer que le dernier malade est sorti du centre de traitement de Nongo hier. Et c'est un bébé de 19 jours. Il a été testé par 2 fois par tous les laboratoires donc, existants et intervenant dans le cadre de la lutte contre Ebola ici. Donc finalement, il a été indiqué que le bébé est hors de danger et donc il est guéri. Ouais. Et donc c'est le dernier cas. C'était le dernier cas. C'est une honte quand vous sortez du pays, que vous êtes guinéen. Comment vous marginalisez? C'est juste incroyable, absolument. Je vous assure. Alors ce qui va démarrer, c'est cette période de surveillance épidémiologique qui va durer 42 jours, au terme de laquelle, normalement, s'il n'y a aucune résurgence de l'épidémie, donc pendant ces 42 jours, l'OMS va être en devoir de déclarer la fin officielle de l'épidémie d'Ebola dans notre pays. Donc le décompte commence à partir de ce mardi 17 novembre jusqu'au 27 décembre ou 29 décembre pour être plus précis. Cela va faire 42 jours. S'il n'y a aucun retour, donc aucun signe de manifestation de la maladie, en ce moment, la Guinée
va sortir d'Ebola. Voilà, on l'espère, hein, voilà, il faut toujours espérer. Allez, et beaucoup de messages, hein, le temps de recevoir notre invité hein, dans ce studio, avec quelques messages que nous recevons en live. Hein, GG au 8037, cet auditeur qui nous dit « Je pense bien que Général Baldé est actionnaire à Espace ». Hein, c'est Patriote qui nous envoie ce message. Bonjour, c'est Madame Condé depuis Bessia. La mine dit à Roby de redescendre sur terre. Hein, et je pense qu'il a compris, hein, Roby. Ahmed, n'oublie pas que tu es en Guinée et que tout le monde n'a pas les moyens comme toi. Et ces véhicules personnels ne respectent pas le code de la route. Donc il faut redescendre sur terre. Bien. Lamine, j'ai pas entendu la voix de Djibril. Où il est? Il est là, Djibril. Hein, il est là, c'est la rotation. Bonjour, d'après les articles 41 et 42, l'inviolation du personnel. Je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. Allez, on a notre invité dans ce studio, mon cher Ahmed Kamara, Abaka Diallo. On va essayer de s'intéresser évidemment à monsieur Lansine Kabassan Keïta. Il est le directeur national adjoint des sports et des activités physiques. Compliqué tout ça. Bienvenue, monsieur Kabassan, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va. Bah écoutez. C'est très difficile de venir ici. Ah oui, ah oui. Circulation, n'est-ce pas? Je ne vais pas attaquer la police, mais il a été très difficile de venir ici. Bah ouais. Mais heureusement, Ça confirme. Ça confirme ce que Voilà, nous disons, monsieur Kabassan, je vais Quel poser la première question. Vous êtes directeur général des sports et des activités physiques. Directeur national adjoint des sports et des activités physiques. Les sports, ça se comprend bien. Mais les activités physiques, de quoi est-ce qu'il est question? À quoi est-ce que cela retourne? C'est ce que vous faites tous les jours. Marcher, courir, nager, laver les habits. C'est ça les activités. D'accord. Alors, mais Ahmed, si tu permets, je vais juste rebondir sur la question de Tamba. C'est important, la question, elle se pose aujourd'hui. Parce que on constate que la discipline qui était enseignée et qui était pratiquée dans nos écoles et dans le temps, l'EPS, l'éducation physique et des sports, et cette discipline, elle a pratiquement disparu dans nos établissements scolaires, dans les établissements scolaires de la Guinée. Pourquoi ce constat, pourquoi cet état de fait, et qu'est-ce que vous faites pour le retour de cette discipline, de cette matière dans nos écoles? Je suis désolé, mais l'éducation physique est toujours enseignée en Guinée, dans certaines écoles. Je suis président de l'amicale des professeurs d'éducation physique et des sports. Je ne suis pas professeur de sport, je suis professeur de maths, mais en ma qualité d'entraîneur de basket, donc je suis membre de cette amicale, je suis président et les professeurs d'éducation physique sont dans certaines écoles, mais malheureusement l'État ne recrute pas les professeurs d'éducation physique. Il y a des problèmes, c'est pourquoi on n'arrive pas à enseigner l'éducation physique partout. Alors, c'est clair que ces derniers temps, on a enregistré pas mal de débats dans la cité concernant non seulement l'entretien des joueurs, mais un peu globalement sur le football. Concrètement, comment se porte le football guinéen? Et parlez-nous également des primes de ces cadets, puisque voilà, on est pris par le temps, il faut le signaler. D'accord, le football guinéen se porte très bien. La preuve, nous sommes qualifiés pour le CHAN 2016. Et puis les clubs se portent très bien. L'année dernière, le Warrior n'était pas loin de la phase des poules. Et cette année aussi, l'AS Kaloum a prouvé avec plusieurs victoires. Les équipes qui ont éliminé l'AS Kaloum sont retrouvées en finale. L'USM d'Alger et l'équipe sud-africaine. Et concernant les cadets, je suis un peu surpris d'apprendre qu'il y a des problèmes autour des primes des cadets. Voilà, parce qu'ils disent que selon les informations, ils n'ont pas reçu les primes. Et non, pas toutes les primes. Hein, voilà, on a besoin il faut apporter des précisions. Je pense que non, c'est important. Oui, on a besoin de clarifications. Je suis là pour éclairer. Dans l'antenne des auditeurs. Voilà. Allez-y, monsieur Kabassan. Mais c'est pas toutes les primes. Voilà. Bien. Pour les cadets, quand ils sont rentrés de leur stage de Casablanca, du Maroc, et donc nous, au niveau du département, nous sommes déplacés. Nous avons payé les primes. Les cadets avaient droit à 2 primes. C'est-à-dire, les premières primes, c'était les primes de stage au Maroc, donc de $2000. Et puis, il y avait les primes de qualification. Et ça, c'était de $3000. Et donc, ces 2 primes ont été payées, je pense, le 7 octobre, le jour où le président Sidia est arrivé à Conakry. Parce que je ne vais pas me tromper avec la date, comme vous êtes un peu politique. Ce jour, j'étais à l'hôtel, j'ai annoncé les $5000. Et les $5000 ont été payés. Il n'y a pas eu de problème. Donc c'est le jour du départ, le 10 octobre, la veille des élections présidentielles, que j'ai été interpellé par le délégué fédéral, M. Mohamed Kamara, aux environs de 9h30, pour me dire qu'il y a des problèmes à l'hôtel de venir. En ma qualité de chef de délégation, je me suis déplacé, je suis venu. Et les cadets avaient leur capitaine qui était le porte-parole, qui a dit
monsieur le directeur, nous ne sommes pas contents parce que nous, on espérait beaucoup plus. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes le 10, demain c'est les élections. Même si le président donnait son accord maintenant, là, on ne peut pas vous payer parce que tous ceux qui doivent signer, tous ceux qui doivent payer sont en campagne ou bien ils ne sont pas à Conakry. Et donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est de prendre note et puis j'informerai l'autorité. Ça, c'est le chef de cabinet, Madame le ministre. Et c'est ce que j'ai fait. Quelle était la revendication réelle? Qu'est-ce que le capitaine vous a dit? Bien sûr. Le capitaine, dans sa revendication, a dit que les primes étaient un peu faibles. Donc, ils ont demandé comme prime de qualification 25 000 $. Par joueur? Par joueur, bien sûr. D'accord. 25 000. Tout ce que je dis là, c'est par joueur. 25 000 $ par joueur. Et puis, comme prime d'objectif, au lieu de 3 000 $, d'aller à 15 000 $. En plus des primes d'objectif, ils ont parlé de primes de match. J'ai dit non, on ne peut pas avoir prime de match et prime d'objectif. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont dit qu'eux, ils n'ont plus besoin de primes d'objectif, mais ils veulent les primes de match. Au premier tour, ils ont demandé 10 000 $ par match gagné. Maintenant, au deuxième tour, en quart de finale, bon, eux, ils avaient tous oublié, et la fédération et les joueurs, qui avaient d'abord les huitièmes de finale avant les quarts de finale. Donc, les calculs se faisaient à partir des quarts de finale. Donc, ils ont dit en quart de finale, c'était 15 000 $, demi-finale, 20 000 $ et ainsi de suite. 25 000 $ pour la finale. Et puis, s'ils gagnent le trophée, ça, c'est au niveau du chef de l'État. J'ai pris note et puis j'ai informé l'autorité. Mais à un moment donné, dans la discussion, ils m'ont dit, bon, monsieur le directeur, si on n'a pas l'accord tout de suite, nous ne voyageons pas. J'ai dit, ben, demain, comme c'est les élections, nous allons vous inviter à organiser un point de presse demain. Quand les autres seront là en train de voter, vous allez informer le peuple de Guinée que vous ne voulez pas partir à la Coupe du Monde parce que vous n'avez pas votre argent. Mais je dis, ce que je peux faire comme engagement pour vous ici, c'est de transmettre le message à qui de droit. Vous savez, il y a une procédure pour les primes. C'est ce qu'il faut comprendre. Les primes sont payées à travers des arrêtés conjoints, signés par les ministres en charge des sports et des finances. Oui, mais il y a un document comme ça qui existe déjà. Bien sûr. Et qu'est-ce qui est mentionné là-dedans concrètement? Ce qui est mentionné dedans, c'est que c'est 2 000 $ pour primes de qualification et 3 000 $ pour... donc, ils ont joué donc ces matchs. Concrètement, comment ça se fait ailleurs? La question de Tamba est intéressante parce que les processus sont évolutifs dans d'autres pays, les enjeux sont grands, le sport, c'est beaucoup d'argent, etc. Les joueurs ont besoin de plus ou moins être mieux traités pour être dans la psychologie des matchs. Vous ne pouvez pas aller avec 3 000 $ et jouer contre des joueurs qui gagnent 50 000 $ et espérer gagner, c'est pas la même motivation. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revoir tout ça? Est-ce que les finances ne permettent pas, même si ce n'est pas 25 000, de rehausser un peu tout ça? Nous sommes en train de nous battre, mais je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Vous savez, il est un peu difficile de rentrer dans les situations de primes partout. Je vous rappelle qu'en 2008, quand on a donné pour la première fois les primes d'objectif, nos joueurs du Sili A ont été éliminés en quart de finale par la Côte d'Ivoire par 5-0. Et les joueurs ont quitté Accra avec 43 000 $ chacun. Et l'année-là, le Nigeria a joué la finale contre l'Égypte. Les joueurs nigérians ont quitté avec 45 000 $. Faites la différence. Et donc, nous, au départ, en Guinée, quand il y avait mission, on donnait un ordre de mission et il y avait un montant qui était défini. C'était le nombre de jours. Si on accorde 3 jours, vous avez droit, les sportifs, à 90 $ par jour. Mais vous prenez un professionnel qui vient en Guinée pour 3 jours, donner 270 $. Donc, on a évolué. Depuis 1990, il y a eu une évolution. Et à un moment donné, on a dit, bon, les joueurs de première division, comme les Titi, les Kolovati, quand ils venaient, on payait ce qu'on appelait, comme on appelle, manque à gagner. Il y avait un manque à gagner qu'il fallait payer parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de journée FIFA. Donc, il fallait laisser un match de championnat pour venir jouer pour le pays. Et donc, ce manque à gagner, on payait. On a évolué. Et à un moment donné, on a dit non, ce sont des joueurs du Sili A. Il faut définir un montant qu'on paye à tout le monde. On a commencé à 1 500 $. Aujourd'hui, nous sommes à 2 000 $. Et donc, c'est comme ça se passe. Et pour les cadets, il y a un montant. 2 000 $ pour le stage et 3 000 $ comme prime d'objectif. Qu'est-ce qu'ils gagnaient avant, ces cadets? Bon, je n'ai pas les informations sur le dernier... Parce qu'on nous apprend qu'avant, c'était des primes assez médiocres.
et qu'il y a eu une certaine valorisation à l'arrivée de Bien Domani sûr, Doré. il y a les arrêtés. Vous avez par exemple 75 000 francs comme prime de victoire. Je n'ai pas les arrêtés ici, mais si vous voulez arriver... Mais tout ça évolutif, comme l'a dit. Alors, est-ce que vous avez promis à ces jeunes, avant qu'ils partent à ces rencontres, qu'ils allaient au moins être satisfaits au niveau de ces primes? Non, mais moi, tout ce que je pouvais faire, c'était de dire aux enfants d'aller jouer. Ils ont pris l'engagement d'aller jouer, de ne pas parler de problème de primes. Moi, je ne suis pas le grand décideur par rapport aux primes. Ce que je pouvais faire, c'est de remonter l'information à l'autorité, et c'est ce que j'ai eu à faire. Voilà. Selon nos informations, ce qui fait que il y a des grincements des dents dans les rangs de ces cadets aujourd'hui, c'est que les enfants, ils ont perdu 2 années de scolarité au compte de leur participation à ces 2 compétitions, la CAN et la Coupe du Monde. Mais de retour de cette compétition, de cette Coupe du Monde au Chili, les enfants sont rentrés bredouilles. C'est vrai qu'ils ont reçu une prime de qualification à cette Coupe du Monde, mais ils sont allés au Chili, ils sont rentrés bredouilles. Et parce que les primes ont été fixées par objectif, et vu que les enfants n'ont pas gagné un seul match, donc ils ont joué 3 matchs et ils sont rentrés bredouilles. C'est un peu compliqué. Est-ce que vous n'avez pas pensé à cet aspect des choses? Oui, les primes d'objectif, c'était la qualification au 2e tour. S'ils se qualifiaient au 2e tour, il y avait une prime de $2000. Mais le problème par rapport au retour des enfants, moi j'ai pris l'engagement de transmettre le message, j'ai eu à transmettre le message, mais dans mon rapport de mission, j'ai demandé ne participe pas à la Coupe du Monde, qui le veut. Les enfants, ils ont mouillé les maillots. Les 2 ans là, ils ont été 3e sur le plan africain, c'est ce qui les a qualifiés. J'ai dit, on doit quand même leur donner quelque chose. Ça, j'ai mis dans mon rapport. Mais c'est pas comme ça se fait. Il y a une procédure, il y a un engagement qui se fait au niveau des finances, et nous sommes en train de travailler sur ça. Mais à mon retour, j'ai trouvé ce problème-là à Conakry, et donc, il y a une commission qui est en train de travailler d'abord sur le problème, la situation scolaire des enfants. Et le problème de 2 ans, il faut faire très attention, parce que les enfants racontent du n'importe quoi. Vous savez que nous venons de sortir de l'année scolaire Ebola, qui n'a démarré que le 19 janvier. Le 19 janvier. Et les enfants étaient là. Et ils sont partis à Bamako le 12 janvier pour un stage, et puis même pas le 12, le 19 janvier, pour un 19 ou 22 janvier, en tout cas au mois de janvier, pour un stage de 3 semaines à Bamako, avant d'aller à Niamey pour la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique a pris fin le 1er mars. Bien. Donc ils n'ont perdu qu'un mois et demi, même pas. Allez, 40 jours de cours avant. Il y a peut-être cette dernière question, forcément sur les équipements. Parce qu'on a interrogé un certain nombre. Je vais être très clair. Les équipements, s'il vous plaît, on a interrogé, j'ai pris langue avec beaucoup de joueurs, et notamment le capitaine qui m'a expliqué. Et j'ai parlé aussi avec certains membres de l'encadrement qui m'ont expliqué. Donc je rapporte ce qu'ils m'ont expliqué, qu'à Al Jadida et même au Chili, donc ils étaient comme dans des petits souliers, ils étaient psychologiquement pas abattus, en tout cas vis-à-vis de leurs adversaires, et ils n'avaient pas les équipements qu'il fallait au niveau de leur centre d'entraînement El Jadida, et ils m'ont rapporté qu'ils n'avaient qu'un seul et même maillot, celui qu'ils ont utilisé à la Coupe d'Afrique. Ils n'avaient pas de paire de crampons, et finalement ces paires de crampons étaient totalement usées et éculées, et qu'aucun coordonné ne pouvait même en réparer. Je voudrais vous aider. Je n'ai pas voulu. C'est ce qu'on m'a rapporté. Donc je n'ai pas voulu que vous continuiez sur ça, parce que concernant les équipements, il y a un contrat qui existe entre la Fédération guinéenne de football et un équipementier, Ernest. Donc les joueurs sont habillés par la fédération, pas par le département. Bien. Monsieur Kabassa, merci beaucoup d'être passé chez les GG. C'est à moi de vous remercier. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le développement des autres disciplines. Voilà, parce que vous êtes aussi basketteur. Le développement des autres disciplines, parce que le basket est parent pauvre. Oui, c'est clair. Voilà. Oui. Calme-toi, mon grand. Non, mais le basket, c'est le souci de nos cadets ici. Merci beaucoup. Le cadet de nos soucis plutôt. Voilà. Allez, merci beaucoup, Kabassa, en tout cas, d'être passé ici. Quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Allez, du côté du ministère du Tourisme, vous nous apprenez avec l'AI Junior Condé. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un bras de fer qui va naître, qui va commencer certainement à partir d'aujourd'hui, entre le directeur général de l'ONT, l'Office
l'Office national du tourisme, M. Laye Junior Kone, et son ministre Tata Vieux. Et il faut rappeler d'un mot que Laye Junior Kone a pris une décision il y a 2 jours pour réaffecter un certain nombre de bureaux à d'autres cadres. Des bureaux qui étaient précédemment occupés par des divisionnaires. Donc, cette décision, elle a été appliquée par son directeur général adjoint, et les mécontents, donc les cadres qui ont été visés par sa décision, donc qui ont été sortis de leur bureau, ont fait des démarches du côté de la présidence et du ministère des tutelles, et on apprend ce matin que le ministre Tata Vieux a fait annuler la décision de Laye Junior Kone. Donc, c'est qui. Non, mais c'est normal, c'est son ministre. Non, oui, mais l'ONT a un statut. Il n'y a pas de ministre quand même. Eh ben voilà. Je m'attendais quand même. Pas le contraire. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire, à mon cher ami Laye Junior, c'est bien, mets-toi dans ton fauteuil, dans la climatisation, tu passes tout le temps à nous dire que tout va bien, c'est bon, c'est pépère, et la gestion est saine. Eh ben, on va te voir à la tâche, parce qu'en ce moment-là, le bras de fer engagé avec son ministre sera un bon exemple. On va le voir à quel moment Laye Junior est capable de monter. Il va porter plainte. Ah ben oui, qu'il monte sur le ring et qu'il nous montre. Ah ben oui, c'est bien. Mais on est dans quel pays? Eh ben oui. Attendez, merci beaucoup les gars. Allez, demain on va se retrouver, mesdames et messieurs, pour un autre numéro. On est pris par le temps malheureusement. Il n'a que ses yeux pour pleurer, Laye Junior Kone. On vous conseille ce journal Bingo évidemment à acheter. C'est un numéro consacré donc un petit peu à nos politiques en Guinée-Conakry. Donc on vous conseille largement. Je ne sais pas si c'est à l'extérieur aussi. Donc le journal Bingo, et le prix c'est pas cher du tout. C'est 3000 francs évidemment avec notre ami comment Oscar, voilà, c'est cela. Allez, demain on se retrouve pour un autre numéro. Grand merci à Mamoudou Kondé pour la réalisation de cette émission, à Abdoulaye Kamara, à Dibril Kabak Kamara, donc au niveau de la télé. Idiba était à la radio. On se retrouve demain pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.